Alors, bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord remercier donc Monsieur Delannoy puis tous les membres de l'association des historiens du droit de l'Ouest de m'avoir convié donc à cette journée d'études. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais déjà dans ma thèse de positiviste, mais qui était consacrée donc au Testament notamment, beaucoup étudié l'histoire et pris un goût réel donc aux recherches en histoire. Et donc c'est toujours un plaisir finalement pour moi de m'y replonger. Alors peut-être aussi parce que maintenant que je suis positiviste, je suis toujours à la recherche d'un droit qui bouge tout le temps, qui se modifie, qui évolue, ce qui peut être une recherche qui peut être fatigante. Peut-être, mais peut-être est-ce une idée reçue sur les historiens, mais j'ai l'impression que quand on est historien du droit, on a peut-être plus de temps de réfléchir, d'approfondir les choses, et avec un droit qui ne bouge plus, même si peut-être c'est peut-être plus difficile de rechercher des choses dans un droit qui ne bouge plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui et de me replonger dans cette contemplation de l'histoire pour mieux comprendre aussi le droit positif. Et ça sera également l'objet justement de cette petite présentation. Alors également, je vous remercie, mais d'un certain côté, c'est peut-être aussi un piège pour moi, parce que parler d'histoire du droit devant des historiens, c'est un peu prendre un risque. Donc je pense que vous serez malgré tout indulgent avec le pauvre positiviste que je suis. Alors le thème de l'institution, de manière globale, je le trouve très intéressant, comme toutes ces notions que les juristes emploient très fréquemment, mais sans vraiment les définir le plus souvent. Alors cette notion, elle est très connu en droit public, on l'a vu tout à l'heure, mais les privatistes l'utilisent beaucoup. Beaucoup, mais peut-être dans un sens moins technique et plus symbolique, à mon sens. Alors, en voyant justement ce thème d'institution, je pensais à Jean Carbonnier, qui justement disait qu'en droit privé, il y avait 3 institutions, la famille, le contrat et la propriété. Et donc Carbonnier, en disant ça, ne voulait pas définir précisément ces 3 notions qui sont complexes, mais qui effectivement renvoient à des principes, à des valeurs, à des idées. Mais il voulait surtout dire qu'il s'agissait des 3 piliers du droit privé qui constituent dans notre civilisation finalement les repères d'une société. Alors le thème qui m'est offert plus précisément, et c'est ça qui est également intéressant, c'est que l'institution d'héritier par testament, qu'on va présenter par la suite, il se trouve précisément au croisement de ces 3 institutions dans l'esprit de Carbonnier, donc de famille, propriété et contrat. En effet, parce que l'institution d'héritier, elle repose donc sur un acte juridique, le testament, donc le contrat, on peut l'entendre plus largement comme l'acte juridique. Cette institution d'héritier, elle permet la transmission d'un patrimoine, donc elle touche la propriété. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est que lorsqu'on institue un héritier par testament, donc pour transmettre son patrimoine à une personne par testament, justement, ce testament va pouvoir transmettre la propriété, non pas forcément à un membre de sa famille, mais le cas échéant, soit un héritier qu'on préfère par rapport aux autres, soit même donc à un étranger. Et de ce côté-là, le testament permet finalement de recomposer sa famille, de choisir une autre famille. Donc l'institution d'héritier, finalement, c'est une institution extrêmement riche. Le testament, plus largement d'ailleurs, est une institution extrêmement riche qui rentre pleinement dans cette problématique. Alors pourquoi un positiviste vous parlerait-il d'institution d'héritier? Essentiellement parce que l'institution d'héritier, elle est encore présente dans notre code civil. Alors on va le voir, d'abord une notion du droit romain qui est pleinement liée aux problématiques du droit romain, mais on retrouve encore dans notre code civil 2 articles, les articles 967 et 1002, qui reprennent textuellement cette expression d'institution d'héritier. Alors ce que nous allons voir, c'est dans un premier temps que l'institution d'héritier donc était en droit romain un principe fondamental du testament. Donc c'était plus qu'une règle, c'était vraiment un principe fondateur de tout testament. Mais ce qu'on verra en second temps, c'est qu'aujourd'hui, donc si le terme existe encore dans notre code civil, l'institution d'héritier, elle est devenue finalement une simple directive d'interprétation. Donc elle a été déclassée d'une certaine façon par le code civil. Alors si on jette le regard vers le passé, vers le droit romain en premier lieu, donc l'institution d'héritier, elle se présente comme un principe fondamental du testament.
Alors le testament à lui seul, c'est une institution qui est passionnante parce que, comme l'écrivait Leibniz, le testament, il repose sur le postulat de l'immortalité de l'âme. En effet, pourquoi respecter le testament d'un mort? Pourquoi les vivants donc respecteraient-ils le testament d'une personne qui est morte, si ce n'est parce que l'on craint que ce mort finalement existe encore d'une certaine façon dans un autre monde et qu'il puisse se venger finalement du non-respect de ses dernières volontés. Et chez les Romains, c'était vraiment cette idée-là qui guidait le respect des testaments. La force obligatoire des testaments, elle repose sur la crainte mystique des morts. Et donc, il y a beaucoup d'historiens, comme Fustel de Coulanges ou Jobé Duval, qui ont écrit des choses passionnantes là-dessus. Alors, dans ce testament romain, le point essentiel, donc, c'est cette institution d'héritier. Alors, c'est une règle qui est très spécifique au droit romain, qu'on retrouve donc chez Gaius, qui écrivait que l'institution d'héritier est la tête et le fondement de tout le testament. Et donc dans le testament romain, finalement, on voyait, certains auteurs voyaient dans l'institution d'héritier, dans cette importance donnée à cette disposition, que le testament donc, était vraiment l'expression d'une puissance paternelle, l'expression de la toute-puissance de la volonté du défunt sur ses survivants. Donc, d'où une expression qui est restée dans notre droit positif, en droit des successions. On parle de la succession ab intestate pour désigner la succession légale. Mais cette expression-là, donc, elle a surtout un sens en droit romain, parce que pour les Romains, la succession normale, c'est la succession par testament. C'est celle des hommes volontaires qui maîtrisent leur destin, qui prévoient ce qui se passera après leur mort. Tandis que la succession légale, elle vient simplement à titre de secours. Et donc elle est ab intestate. Lorsqu'on n'a pas de testament, on trouve une solution, mais qui est moins noble que le recours au testament. Donc autrement dit, l'institution d'héritier, dans l'esprit romain, elle se confondait vraiment avec le testament. Faire son testament, c'était instituer un héritier. Alors ce qui est remarquable quand on compare à notre droit positif actuel, c'est que dans le droit romain, finalement tout tourne autour de cette institution d'héritier qui passe par un formalisme très lourd. Donc concrètement, il faut que le testateur inscrive obligatoirement à la tête de son testament, donc au début de l'acte, sa volonté d'instituer telle personne comme héritier. Donc cette inscription est obligatoire dans le testament, et donc le testament romain, c'est déjà un acte très formaliste, donc qui doit respecter des critères, etc., très rigides. Donc il faut absolument que ça soit dans le testament valable, au début du testament, et donc avant les dispositions extra-patrimoniales. Et surtout, il faut des termes sacramentels et autoritaires, donc que Lucius soit mon héritier. Et il faut absolument respecter ces termes-là. Donc on ne pourrait pas dire, comme aujourd'hui, par n'importe quelle forme, n'importe quelle phrase, que je veux que telle personne hérite de mes biens, etc. Il faut respecter les termes tels qu'ils sont fixés par les règles de l'époque. Et plus fort encore, donc si une règle de ce type n'était pas respectée, le testament n'était pas nul, il était inexistant. On considérait que finalement l'acte n'avait pas pu se créer, il n'y a pas de véritable testament, mais simplement peut-être un projet, mais qui n'était pas définitif. Alors sur le fond, il y avait aussi des conditions radicales, puisqu'il fallait que l'héritier, qui serait institué par testament, et donc qui pouvait ne pas être du tout de la famille du testateur, évidemment, il fallait que cet héritier soit capable, non seulement au moment de la confection du testament, mais aussi donc au moment du décès. Donc il y avait une double capacité qui était requise, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Un légataire aujourd'hui, il faut qu'il soit capable au moment du décès. C'est à ce moment-là que le testament produit son effet. Tandis que pour le droit romain, donc il fallait une double capacité d'hériter à ce moment-là. Donc toute une série d'exclusions des esclaves, des femmes, des personnes morales, des indignes, des enfants non encore nés, qui ne pouvaient pas bénéficier de cette institution d'héritier vue comme quelque chose finalement de sacré. Alors sur les effets de l'institution d'héritier en droit romain, en fait ça donne un droit à l'ensemble de la succession.
donc a une vocation universelle à l'actif et au passif de la succession. Et l'intérêt dans le droit romain, c'est que cet institué a en fait vraiment les mêmes droits qu'un héritier universel, tel qu'on le trouverait dans notre droit positif actuellement. Donc si des legs ont été consentis après cette institution d'héritier à d'autres personnes, c'est cet institué qui va récupérer finalement les biens si les legs ne produisent pas effet, deviennent caduques, etc. Alors ceci dit, il y a toute une série ensuite de règles qui encadrent l'institution d'héritier qui sont un peu curieuses. Notamment, donc, il est prévu que par toute une série d'adages, qu'il n'est pas possible d'instituer un héritier seulement pour une partie de la succession. Donc soit il hérite de l'ensemble du patrimoine, soit si on lui attribue qu'une partie, dans ce cas-là, l'institution est nulle. On ne peut pas non plus instituer un héritier pour un bien particulier. Dans ce cas-là, donc, il faudrait passer par un legs, mais l'institution d'héritier va être considérée comme nulle. Également, une autre précision donnée par les règles du droit romain, il n'est pas possible de stipuler des conditions ou des termes relatifs à cette institution d'héritier. Donc d'où des adages qui disaient donc justement héritier une fois, héritier toujours, semel res, semper res. Alors ceci dit, le droit romain va plus tard, donc va évoluer, va aussi assouplir comme les assouplissements généraux sur le formalisme romain dans d'autres matières. Ça touche aussi le droit des testaments. Et donc, l'institution d'héritier va rester fondamentale, mais être peu à peu assouplie avec des plus ou moins d'allègements, notamment sur la possibilité d'instituer plusieurs héritiers, finalement comme des legs conjoints, qui auront chacun une vocation au tout et qui profitent de la part des autres si l'un vient à ne pas pouvoir hériter. Alors pour terminer cette première partie, ce retour vers le passé, ce qui est intéressant, c'est que l'institution d'héritier en droit romain, elle a vraiment une place fondamentale dans la conception du testament, et elle repose vraiment sur cette idée de toute puissance du testateur, qui est le maître finalement de la définition de sa famille, en pouvant écarter donc les héritiers par le sang et choisir n'importe quelle personne, et cette personne-là ensuite est reconnue par tous comme le véritable continuateur du défunt. Donc une volonté très forte, une volonté testamentaire extrêmement forte, extrêmement puissante qui ressort de cette institution et donc qui justifie le terme d'institution. Il y a vraiment l'idée de créer un héritier par la volonté du défunt. Alors cette institution d'héritier, ensuite, la question c'est comment elle va être reçue dans l'ancien droit. Donc là, en quelques mots, pour arriver à notre droit positif, sous l'ancien droit, il n'y a plus cette mentalité individualiste qu'on retrouve donc dans les textes romains. Et au contraire, dans les pays de coutume, on va combattre cette institution d'héritier. Donc d'où toute une série d'adages célèbres qui disait justement donc dans les coutumes que institution d'héritier n'a lieu, Dieu seul fait des héritiers, les héritiers sont enfantés, ils ne sont pas écrits, etc. Donc toute une série d'adages qui montrent bien que dans les pays de coutume, on voulait supprimer, faire la chasse à ce genre de dispositions qui donnait une place trop importante à la volonté du défunt. Alors après, ce qui est un peu ambigu, c'est que dans l'ancien droit, il y a aussi le développement des legs pieux, donc le testament a aussi un intérêt. Et l'Église favorise les legs pieux, et donc le testament se développe aussi, mais en prenant une conception très différente de celle du droit romain. Et donc finalement toute l'ambiguïté de l'ancien droit, c'est de reprendre le testament au droit romain, d'assurer son expansion, son utilisation, mais en l'expurgeant finalement de cette mentalité trop individualiste. Et donc justement tous ces textes qui disent finalement le testament est utilisable, mais l'institution d'héritier, elle, doit être annulée. Alors dans les coutumes, en fait, il y avait deux possibilités, on compte deux sortes de règles. Soit l'institution d'héritier était annulée, soit, c'était le cas de la coutume de Paris, finalement on va avoir une idée
plus intelligente, et justement parce qu'on cherche à garder aussi le testament, c'est qu'on va considérer que l'institution d'héritier n'est pas nulle, mais il faut la requalifier, finalement la déclasser en legs universel. Et donc, lorsqu'on trouve une institution d'héritier, on peut l'utiliser, elle déploiera son effet, mais ça sera un legs universel qui, lui, n'a pas la même portée symbolique que l'institution d'héritier. Et donc, c'est justement le choix que fait la grande ordonnance sur le testament de 1735 qui dit désormais qu'il faudra requalifier l'institution d'héritier en legs universel. Alors, ce qui nous amène à la seconde partie, donc sur la place aujourd'hui de l'institution d'héritier dans le Code civil. Alors, en second lieu, l'institution d'héritier aujourd'hui, c'est une directive d'interprétation des testaments. Alors, dans le Code civil, donc, on a deux textes, l'article 967 qui dit, donc je vous le cite rapidement, « Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. » Et l'article 1002, alinéa 2, il indique que chacune des dispositions testamentaires, soit qu'elle a été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle a été faite sous la dénomination des legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, les legs à titre universel et particulier, etc. En fait, pourquoi ces textes-là font référence en 1804 à l'institution d'héritier? C'est parce que là, il s'agit bien de reprendre l'ordonnance de 1735 et d'imprimer clairement donc, à la pratique notariale qu'aujourd'hui, si on rencontre un testament issu des pays de droit écrit qui fait référence à l'institution d'héritier, il ne faut pas lui appliquer le régime ancien, il faut lui appliquer le régime du Code civil avec en faire un légataire universel ordinaire. Donc le but, c'est vraiment de briser cette pratique du droit romain pour l'intégrer dans un mode unifié du droit des testaments. D'un point de vue général, c'est un processus que je trouve assez intéressant, puisque d'un point de vue de la stratégie législative pour unifier un droit et donc mettre fin à une pratique jugée donc négative par le législateur, c'est assez intelligent finalement de reprendre une expression juridique dans la loi, de la consacrer, mais de l'atténuer, de la déclasser pour la requalifier autrement. Parce que finalement le Code civil aurait pu passer sous silence cette disposition-là, dire qu'il n'y a que des legs universels, mais ici donc il y a bien finalement une impossibilité de revenir au système ancien par l'intégration de l'expression d'institution d'héritier. Alors aujourd'hui, finalement, le résultat, c'est que ces deux articles 967 et 1002 ne donnent à l'institution d'héritier qu'un rôle très limité, puisque ça veut simplement dire que peu importe la manière dont le testateur s'exprime, de toute façon, s'il dit « je veux que mon filleul devienne mon héritier, qu'il ait tous mes biens », en fait, il s'agira d'un legs universel classique avec un certain nombre de conséquences du régime qui se rapprochent du droit romain sur la saisine, etc., mais pas de particularité sensible. Alors, on peut cependant s'interroger sur la réforme de 2006, la grande réforme successorale de 2006, donc qui a retouché les textes sur les libéralités, et qui s'est inspiré de l'offre de loi de Carbonnier, qui justement avait écrit un ouvrage très intéressant sur la modernisation des libéralités. Et Carbonnier, dans cet ouvrage-là, ne touchait pas aux articles 967 et 1002. Alors qu'on aurait pu se dire, finalement, là, l'institution d'héritier, aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est, et donc il y a peu de risques, finalement, qu'on revienne au droit romain ou aux coutumes des pays, aux règles des pays de droit écrit. Alors cependant, ce qu'on peut éventuellement dire, pour terminer, c'est peut-être que c'est l'amour de l'histoire chez Carbonnier qui l'a incité à garder cette formule, même si elle n'avait plus forcément d'enjeu en termes d'interprétation. Mais au-delà même de cette anecdote, on pourrait se demander si l'institution d'héritier n'a pas encore un certain intérêt, même sur le fond, au-delà de l'interprétation. Alors d'abord, il faut
pas oublier qu'il existe malgré tout une institution d'héritier qui n'a jamais été remise en cause depuis 1804 et qui est un legs de l'ancien droit, c'est l'institution contractuelle entre époux. L'institution contractuelle entre époux, elle se présente dans un cadre plus restreint, parce que c'est dans les cadres des donations entre époux, et elle n'a pas les contraintes formelles du droit romain, évidemment. Mais la fameuse donation au dernier vivant entre époux, donc qui est une disposition extrêmement classique qu'on trouve dans les contrats de mariage ou bien qui est faite après, pendant le mariage, finalement cette institution contractuelle, c'est le dernier exemple vraiment d'institution d'héritier avec les mêmes conséquences qu'une institution d'héritier du droit romain. Donc avec la moindre rigidité, etc., mais avec une vocation universelle qui est très proche. Et ensuite, dernier point, on pourrait se demander également, avec un peu plus de recul, si la nouvelle philosophie qui anime le droit des successions depuis la réforme de 2006 et qui a renoué avec l'exaltation de la volonté individuelle du propriétaire, avec le recul de l'ordre public successoral, la multiplication des pactes successoraux autorisés, le recul de la réserve héréditaire, etc. Si toute cette nouvelle philosophie, finalement, ne respire pas cette idée de la toute-puissance de la volonté du testateur romain. Et donc même il y a quelques mois, la question s'était posée aussi de réfléchir à l'évolution de la réserve, voire même à son abolition, la réserve héréditaire. Et donc si on allait vers cette suppression de la réserve héréditaire, finalement la seule protection de la succession légale, aujourd'hui, ça reste la réserve héréditaire qui lui donne encore la primauté par rapport au testament. Finalement, on pourrait se demander si on supprimait la réserve, si on ne reviendrait pas finalement à un état assez proche de la liberté testamentaire romaine et au résultat auquel aboutissait l'institution d'héritier. Voire même, on irait peut-être encore plus loin, parce que comme on l'a dit rapidement, l'institution d'héritier du droit romain, c'était quelque chose d'extrêmement encadré, extrêmement contraignant, sur le fond et sur la forme. Et aujourd'hui, on a une liberté testamentaire qui n'est plus aussi encadrée. Et donc, si la réserve disparaissait, parce que la réserve finalement est le seul grande limite du testament, on aurait sans doute un système encore plus permissif que l'institution d'héritier du droit romain. Voilà, je vous remercie.